quand Léo Dubois, un mécanicien de 28 ans qui peinait à boucler ses fins de mois dans son petit atelier d'un village normand et logeait dans une chambre au-dessus, vit cette femme vêtue d'un blouson de cuir noir, immobile sous une pluie diluvienne à côté de sa moto tombée en panne, son regard chargé d'une interrogation silencieuse. Sans réfléchir, il ouvrit en grand le portail de son atelier et d'un geste de la main, l'invita, « Entrez, je vais jeter un œil. » Il était loin de se douter que cette séduisante inconnue aux cheveux sombres collés par la pluie et au regard las, qui se présenta comme Chloé sans même s'enquérir du coût de la réparation, n'était autre que Chloé Moreau, la fondatrice et dirigeante de la plus grande société technologique de France, Horizon Tech, dont la fortune était évaluée par les magazines financiers à 500 millions d'euros. Il ne pouvait deviner que cette réparation impromptue, par une soirée d'octobre maussade, marquerait le commencement d'une histoire qui allait transformer leurs existences. Octobre en Normandie. Saison des ciels bas et des pluies incessantes. Le vent balayait les feuilles mortes sur les départementales, et les habitants se calfeutraient, laissant passer l'orage. Léo Dubois était encore à l'ouvrage. Son atelier, un garage modeste à la périphérie d'une petite ville de la Loire-Valais, dans une zone artisanale coincée entre de vieux entrepôts et une voie de triage, était un point de lumière solitaire dans le crépuscule qui s'épaississait. À l'intérieur, une chaleur agréable régnait, mêlée à des odeurs d'huile et de métal chaud, sur fond sonore d'une vieille radio. Il avait 28 ans. Grand, charpenté, les cheveux bruns et des mains qui racontaient une vie de labeur. Il avait le visage d'un homme qui accepte son sort sans se plaindre, mais sans rien attendre en retour. Des yeux graves, une barbe naissante, et sur ses doigts, les cicatrices d'une brûlure, souvenir d'une soudure maladroite 3 ans plus tôt. Son enseigne était des plus simples, le garage Dubois. Aucune publicité, juste une réputation solide bâtie sur le bouche-à-oreille. On venait de loin pour lui confier sa machine. Ceux qui le connaissaient privilégiaient le savoir-faire au tape à accent grave-l'œil. Les motos étaient sa spécialité. Sa passion, sa raison d'être, la seule chose dans laquelle il excellait véritablement. C'est son père, Jean, qui l'avait initié, alors que Léo n'avait que 10 ans, en restaurant une vieille motobécane dans un gîte en Ardèche. Jean était décédé dans un accident à l'usine quand Léo avait 16 ans. Sa mère, Marie, l'avait suivi 2 ans plus tard, le cœur brisé par le chagrin. À 18 ans, Léo s'était retrouvé seul au monde, sans formation, sans le sou, sans personne sur qui compter. Il n'avait que ses mains et les compétences héritées de son père. Il avait fait tous les métiers possibles, laveur de voitures, mécanicien pour d'autres, ouvrier du bâtiment. Il avait mis de l'argent de côté, sou après sou. À 23 ans, il avait ouvert son atelier dans un garage en location. 5 ans de travail acharné lui avaient permis de racheter les murs, de les agrandir et d'aménager la petite pièce à l'étage où il vivait. Ce n'était pas une vie, mais une survie. Le travail du lever au coucher, des plats préparés réchauffés, un sommeil haché au gré des urgences mécaniques. Ni amis, ni famille, ni compagne. Sa dernière histoire d'amour datait de 3 ans. Léa l'avait quitté, lassée de l'odeur d'essence et des fins de mois difficiles. Léo ne lui en avait pas tenu rigueur. Il se savait incapable de mener une vie conventionnelle, de trouver les mots justes, de l'inviter dans de beaux restaurants ou de lui promettre un avenir doré. Sa seule compétence était de redonner vie aux motos. Et en cela, il était le meilleur. Ce soir-là, il achevait la restauration d'une vieille Harley-Davidson. Un client l'avait déposée une semaine auparavant avec pour seule consigne de la faire revivre. La moto était une épave rongée par la rouille, aux pièces usées jusqu'à la corde et au moteur silencieux. Léo s'y était consacré corps et âme, la démontant et la remontant, tel un chirurgien opérant un patient critique. L'averse s'intensifia. Les gouttes d'eau tambourinaient sur le toit, transformant la vitre en un tableau abstrait et mouvant. Léo était ailleurs. Son univers se résumait au moteur, à son faisceau électrique, au son espéré de la renaissance mécanique. C'est à ce moment qu'il la vit. Une femme, près de sa moto, devant le garage. Veste en cuir, pantalon de cuir, cheveux bruns plaqués par la pluie. Elle ne cherchait pas d'abri, elle se contentait de le fixer à travers la porte ouverte. Leurs regards se sont accrochés. Aucun mot ne fut prononcé, mais ses yeux contenaient un appel à l'aide. Léo posa ses clés, s'essuya les mains, se dirigea vers le portail, l'ouvrit plus grand et fit un signe. Amenez-la. Elle enfourna la moto à l'intérieur. Une BMW D50C. Une bête de course, chère, pas une machine de débutant.
L'information traversa l'esprit de Léo, sans plus. Après tout, les nantis à moto n'étaient pas une exception. Elle ôta ses gants et lissa ses cheveux trempés. Sa beauté le frappa, non pas celle, glacée, des magazines, mais une beauté authentique, vibrante. La trentaine bien sonnée. Des yeux cernés par la fatigue, mais un regard d'une intensité rare. Elle lui expliqua que sa moto l'avait lâché en pleine route, qu'elle ignorait la cause du problème et avait besoin d'un coup de main. Léo opina et demanda la permission d'examiner la machine. Elle consentit d'un signe de tête. Il s'agenouilla et commença son diagnostic. En moins de 5 minutes, il identifia la panne, le capteur de position du vilebrequin était hors d'usage. Un détail pour un connaisseur, une avarie majeure pour le commun des mortels. Il l'informa qu'il pouvait effectuer la réparation, que cela prendrait environ 1h30, et qu'il avait la pièce en stock par chance. Elle voulut savoir le prix. Léo haussa les épaules, on verra après, l'important est de la réparer. Elle acquiesça et alla s'installer sur un vieux sofa défraîchi destiné aux clients. Elle consulta son téléphone, tapa quelques messages, puis le rangea et se mit à observer le mécanicien au travail. Léo œuvrait en silence. La conversation pendant le travail le déconcentrait. Étonnamment, sa présence ne le perturbait pas. Elle dégageait même une sorte de quiétude. La pluie n'avait pas cessé. Son martèlement sur le toit, la musique de la radio et le bruit des outils créaient une atmosphère singulière. Soirée étrange, visiteuse énigmatique, et ce pressentiment que quelque chose de fondamental était en jeu, sans raison apparente. Chloé Moreau n'avait jamais demandé l'aide de personne. C'était sa ligne de conduite, son armure dans un monde où la moindre faille est exploitée. À 36 ans, elle était à la tête d'un empire. Lancée à 22 ans, au sortir de ses études, sa start-up de livraison de repas était devenue une licorne. On lui avait prédit l'échec, on l'avait mise en garde contre un marché immature. Elle avait suivi son instinct. 5 ans plus tard, sa société était valorisée à 100 millions d'euros. 10 ans plus tard, elle faisait la couverture des grands magazines économiques français. Horizon Tech, son bébé, était devenu un écosystème tentaculaire, logistique, services financiers, commerce en ligne, 20 000 salariés, et une présence dans 10 villes avec des ambitions mondiales. Sa fortune personnelle était estimée à 500 millions d'euros. Elle possédait un penthouse à Paris avec vue sur la Tour Eiffel, une propriété sur la Côte d'Azur, et un jet privé. Son quotidien était fait de déjeuners avec des membres du gouvernement et de négociations avec des géants mondiaux. Ses décisions impactaient des milliers de vies. Mais ce soir, elle n'était qu'une femme au bord d'une route, avec une moto en panne. La moto était son échappatoire, sa bulle d'anonymat loin des conseils d'administration, des bilans, des journalistes et des investisseurs. En blouson de cuir, sur sa BMW, elle redevenait anonyme, libre. Juste elle, le vent et l'asphalte. Elle revenait de Lyon, après 3 jours de négociations ardues pour le rachat d'un concurrent. L'affaire était conclue. Son empire allait encore s'étendre. Mais l'épuisement la submergeait. Une lassitude profonde, non pas du travail, mais des gens, du rôle qu'elle devait sans cesse jouer. Des sourires hypocrites, des flatteries calculées, des hommes qui ne la regardaient que comme un trophée ou une opportunité financière. Sa dernière histoire sérieuse s'était achevée 1 an plus tôt. Théo. L'homme parfait sur le papier. 2 ans de relation. Elle avait songé au mariage. Jusqu'à ce qu'elle découvre sa trahison, il vendait des informations confidentielles sur son entreprise à la concurrence. Il avait simulé l'amour pour mieux l'espionner. Depuis, sa confiance en l'humanité était au plus bas. Et la voilà, assise dans un garage de province, à regarder un inconnu s'affairer sur sa moto. Il ne l'avait pas reconnue. Aucune flagornerie, aucune gêne, aucune marque de déférence. Il ne voyait en elle qu'une femme en difficulté. Ni la milliardaire, ni la PDG. Juste une femme. La sensation était nouvelle, agréable, déconcertante. Elle avait oublié ce que c'était que d'être normale. Elle l'observait. Ses mains, précises et sûres. Son visage, concentré. Sa beauté n'était pas celle, artificielle, des magazines. C'était une beauté brute, masculine, celle d'un homme de labeur. L'atelier, bien que modeste, était impeccable. Chaque outil à sa place. Le vieux sofa,
bien qu'usé, semblait accueillant. Au mur, une photo sépia, un homme et un jeune garçon près d'une motobécane. Le père et le fils. Le garçon lui ressemblait. Le prix de la réparation ne l'inquiétait pas, mais sa curiosité était piquée. Le montant qu'il demanderait serait révélateur de sa personnalité. 1h30 plus tard, il avait fini. Il tourna la clé. Le moteur répondit instantanément, avec un son rond et puissant. Le mécanicien eut un hochement de tête satisfait. Elle lui demanda ce qu'elle lui devait. Sa réponse la stupéfia, 40 €, pièces et main-d'œuvre comprises. C'était dérisoire. Un concessionnaire lui en aurait demandé 10 fois plus. Il lui facturait le prix coûtant de la pièce et une somme modique pour son temps. Elle sortit une liasse de billets de son portefeuille, 600 €, et la lui tendit, « Gardez tout, c'est mérité. » Il refusa net. « C'est 40 €. Pas un centime de plus. » Elle insista, mais il secoua la tête, expliquant que son travail avait un prix juste, qu'il ne vivait pas de pourboire, et que l'argent se gagnait honnêtement. Chloé le dévisagea. Cet homme venait de refuser une somme qui devait représenter une part non négligeable de ses revenus mensuels. Par principe. Elle ne se souvenait pas d'avoir jamais rencontré une telle intégrité. Elle prit 40 €, les posa sur l'établi, et lui demanda son nom. Léo Dubois. Elle répondit, « Chloé. » Il acquiesça, sans plus de questions. Son nom, son identité, son histoire ne l'intéressaient pas. Il l'acceptait pour ce qu'elle était à cet instant. Elle sortit la moto. La pluie avait cessé. Une éclaircie se dessinait. Elle mit son casque, alluma le moteur. Avant de s'élancer, elle se retourna vers cet homme en salopette bleue, sur le pas de sa porte. « Merci », lança-t-elle. Il fit un signe de tête. Elle disparut dans la nuit. Léo tenta de ne plus y penser. Le travail s'accumulait. Pas de temps pour les rêveries. Pourtant, le soir, dans la solitude de son atelier, son souvenir revenait. Ses yeux, sa voix, son parfum, une fragrance de luxe qui tranchait avec les odeurs de son quotidien. Et surtout, ce regard intense, comme si elle cherchait à percer son âme. Il se doutait de sa richesse. Sa moto, ses vêtements, tout en elle respirait l'opulence. Un autre monde. Mais au-delà des apparences, il avait senti une vérité, une fragilité. Une personne réelle, en quête d'une aide simple et humaine. Une semaine s'écoula. Elle réapparut. Pas à moto, mais à l'arrière d'un SUV haut de gamme noir aux vitres fumées, conduit par un chauffeur en costume. Léo la vit descendre. Méconnaissable. Tailleur impeccable, talons, chignon strict. Ce n'était plus la motarde égarée. Elle entra, balaya l'atelier du regard, puis le fixa. Elle avait une proposition d'affaires. Léo se tendit. Les riches ne lui proposaient jamais d'affaires, ils lui amenaient des problèmes. Elle lui expliqua qu'Horizontech gérait une flotte importante de véhicules en tout genre. La maintenance était chaotique, sous-traitée à de multiples prestataires. Elle cherchait un responsable, un mécanicien en chef pour superviser l'ensemble du parc. Léo était perdu. Quelle entreprise? Quelle flotte? Elle lui tendit une carte de visite. Chloé Moreau, PDG, Horizontech. Le nom lui était familier. Tout le monde connaissait Horizontech, ce mastodonte de la tech. La femme devant lui était cette fameuse PDG, celle des couvertures de magazines, l'une des plus grandes fortunes de France. Il resta muet, alternant son regard entre la carte et elle. Elle esquissa un sourire, un vrai cette fois. Elle comprit sa stupeur. Elle s'excusa de ne pas s'être présentée la semaine précédente. Elle avait juste voulu être « Chloé » pour quelques heures. Elle lui avoua avoir fait des recherches sur lui. Sa réputation était irréprochable. Intègre, fiable, un artisan respecté. Le salaire qu'elle lui offrait était indécent, 10 fois ce qu'il gagnait. S'ajoutait un logement de fonction, une voiture, une mutuelle en or. Tout ce dont il n'avait jamais osé rêver. Léo ne réagit pas tout de suite. C'était trop. Trop rapide, trop beau, trop incroyable. Pourquoi moi? Demanda-t-il. Vous pourriez trouver des dizaines de candidats plus qualifiés. Parce que vous n'avez pas pris mon argent,
répondit Chloé. Parce que vous avez refusé 600 € pour un travail qui en valait 40. Dans mon monde, l'honnêteté est une denrée si rare qu'elle n'a pas de prix. J'ai besoin de quelqu'un de confiance. D'une confiance absolue. Elle posa un contrat sur l'établi, lui laissa une semaine de réflexion, et s'en alla. Léo, seul dans son garage, contempla la liasse de papier. 20 pages qui pouvaient changer sa vie. Il y pensa pendant 3 jours et 3 nuits. Il relut le contrat, en discuta avec un ami juriste, fit et refit ses calculs. C'était la chance de sa vie. Une porte de sortie, une occasion de devenir quelqu'un. Mais il hésitait. La peur de l'inconnu, la fierté, l'attachement à ce garage qu'il avait construit de ses mains le paralysaient. Il l'appela au bout du 4e jour. Il acceptait. Mais il avait ses conditions. Elle revint le soir même, seule, au guidon de sa BMW. Il lui dit qu'il ne vendrait pas le garage. Il voulait le conserver, le confier à un jeune, y revenir de temps en temps. C'étaient ses racines. Chloé accepta sans discuter. Il ajouta qu'il ne voulait pas être un homme entretenu. Il travaillerait, gagnerait sa vie, paierait ses factures. Elle approuva de nouveau, précisant que c'est ce qu'elle attendait de lui. Il lui demanda alors pourquoi elle se déplaçait elle-même, pourquoi elle n'envoyait pas un de ses sbires. Chloé marqua une pause, puis se livra. Elle était lasse. Lasse d'être vue comme un portefeuille ambulant. Lasse des faux-semblants, des masques. Lasse d'être PDG 24h24. Ce soir-là, dans son garage, elle avait trouvé une forme de paix, la sensation d'être simplement elle-même. Elle ne savait pas où cela les mènerait. Peut-être nulle part. Mais elle voulait tenter l'expérience. Léo la regardait. Cette femme d'affaires redoutable, assise sur son vieux sofa, lui parlait de sérénité. Il voyait au-delà de l'armure. Il voyait la fatigue, la solitude, l'humanité. Ne sachant que répondre, il lui tendit la main. Elle la saisit. Sa paume était glacée. Ils restèrent ainsi, en silence, alors que la nuit enveloppait le garage. Un an s'était écoulé. Un an qui avait tout changé. Léo était devenu le mécanicien en chef d'Horizontech. Il vivait à Paris, dans un appartement de fonction, et s'était habitué à sa nouvelle vie. Le travail était stimulant. Mais l'essentiel était ailleurs. Avec Chloé, une relation s'était nouée. Avec prudence, avec la lenteur de ceux qui ont déjà été blessés. Des dîners, puis des week-ends, puis une vie à deux. Le mécanicien et la milliardaire. La presse à scandale s'en donnait à cœur joie. Gigolo, profiteur. Les rumeurs allaient bon train. Ils les ignoraient. Seuls comptaient leurs sentiments. Chloé aussi avait changé. Toujours à la tête de son empire, elle avait appris à déconnecter, à être une femme, pas seulement une PDG. Avec lui, tout était simple. Pas de jeu de séduction, pas d'arrière-pensée. Il était lui-même, entier, authentique. L'encre qui lui manquait. Son garage normand tournait toujours, sous la direction d'Hugo, un jeune qu'il avait formé. Il y retournait parfois, pour le plaisir de mettre les mains dans le cambouis, pour la mémoire de son père. Chloé l'accompagnait. S'asseyait sur le vieux sofa et le regardait faire. Une thérapie pour elle aussi. Il ne faisait pas de grands projets. Il vivait l'instant présent. Mais il savait que leur histoire était sérieuse, profonde, qu'ils s'étaient trouvés par le plus grand des hasards. Ils se marièrent en octobre, 2 ans jour pour jour après leur rencontre. La cérémonie fut à leur image, simple et intime, dans un domaine viticole en Bourgogne. Pas de presse, juste les proches. Chloé portait une robe blanche, élégante mais sans ostentation. Léo un costume, pour la 3e fois de sa vie, mais cette fois, pour une occasion heureuse. Au moment d'échanger les alliances, Chloé sortit de son sac le vieux capteur de Villebrequin qu'il avait changé 2 ans plus tôt. Elle l'avait conservé. Un talisman. Le symbole de leur rencontre. Léo regarda ce petit bout de métal. Un objet sans valeur qui avait changé le cours de deux vies. Il sourit, d'un sourire sincère et apaisé. Après la cérémonie, ils s'enfuirent à moto, le long des vignobles, seuls au monde. 3 ans de plus s'écoulèrent. Une fille, Manon, était née.
Elle avait les yeux de son père et le caractère bien trempé de sa mère. Léo avait monté sa propre affaire, un réseau d'ateliers de moto réputé dans toute la France. Chloé l'avait aidé à démarrer, mais il avait tout remboursé. Une question de principe. Chloé, elle, avait appris à déléguer. Toujours PDG, mais aussi mère, épouse. Chaque année en octobre, il retournait au garage. Il racontait à Manon l'histoire de la moto en panne sous la pluie, et des 40 € qui valaient tout l'or du monde. Le garage était devenu un lieu de pèlerinage pour les motards. À côté de la vieille photo de son père et de lui, Léo en avait accroché une nouvelle, lui, Chloé et Manon, sur une mini-moto. Un jour, Manon, du haut de ses 4 ans, demanda comment ils s'étaient rencontrés. Léo et Chloé échangèrent un regard complice. « Papa a réparé la moto de maman sous la pluie, dit-il. »« Et alors ?»« C'est son travail, » répondit l'enfant, pragmatique. Chloé éclata de rire et serra sa fille contre elle. « Parfois, ma puce, un simple travail peut devenir la chose la plus importante au monde. Parfois, un geste de bonté change une vie entière. » Manon, perplexe, retourna à ses jeux. Eux deux restèrent là, à contempler le crépuscule, songeant au hasard de l'existence. Une panne, une rencontre, un geste d'honnêteté. Et une vie de bonheur en retour. La vraie valeur d'un homme ne réside pas dans sa richesse ou son statut, mais dans ses actes, surtout ceux que personne ne voit.